Il est évident que la position d'Israël est extrêmement difficile. Israël, en somme, a besoin de réagir à l'encontre de tous ses adversaires. Et malheureusement, les adversaires ne manquent pas. Pour Israël, il faut se défendre. Pour les États-Unis, il faut s'impliquer. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Qualita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème aujourd'hui le forcing de l'administration Trump qui souhaite gérer plusieurs dossiers brûlants dans la région comme ceux de Gaza, de la Syrie et de l'Iran. Pour en parler avec nous en ligne depuis Paris, le professeur André Caspi. Bonjour André Caspi. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et spécialiste de l'histoire des États-Unis et vous avez écrit à ce titre plus d'une quinzaine d'ouvrages sur divers aspects de la scène politique et sociétale américaine. Alors, je dois vous dire qu'on ne finit pas d'être surpris, voire déconcerté par les déclarations successives de l'impulsif président Donald Trump, à commencer par ses positions changeantes, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la guerre de Gaza. Alors que voilà quelques mois, vous vous souvenez qu'il avait promis aux terroristes du Hamas que l'enfer s'ouvrirait sous leurs pieds s'ils ne libéraient pas les otages israéliens retenus depuis le 7 octobre à Gaza. Il a fait savoir, voilà, quelques jours, tout simplement qu'il souhaitait la fin prochaine de la guerre, qu'il a qualifiée de trop brutale, la guerre menée par Tsahal contre le Hamas, dans certaines zones de la bande de Gaza, et ce malgré l'entêtement du Hamas à faire dépendre son accord pour un deal sur les otages des conditions sans cesse durcies, avec des conditions sans cesse durcies qui sont pour la plupart inacceptables pour Israël. Vous qui êtes j'allais dire, un observateur avisé de la scène américaine, la scène politique et institutionnelle, comment vous expliquez l'aspect versatile, c'est le moins qu'on puisse dire, des positions du président américain, notamment dans ce dossier si délicat des otages? Écoutez, je crois que vous avez utilisé l'adjectif qui convient. Donald Trump est versatile, c'est-à-dire qu'il peut changer d'opinion, il peut exprimer une opinion à 13 heures et une autre opinion à 20 heures. Je crois qu'il l'a démontré sur un certain nombre de dossiers. Alors, ce que l'on pourrait noter, c'est que, au fond, cette affaire de Gaza commence à traîner en longueur aux yeux du président des États-Unis. C'est-à-dire qu'il voudrait en terminer avec ce dossier pour pouvoir consacrer tous ses efforts, sans doute, à une réorganisation du Moyen-Orient dans laquelle l'Arabie saoudite tiendrait une place principale. Et pour que l'Arabie saoudite tienne une place principale, il faut que la question de Gaza soit résolue, puisque sans cela, les Saoudiens ne voudront certainement pas participer au règlement du problème palestinien ou du problème gazaoui en particulier. Alors, donc, oui. Ça veut dire, si vous voulez, que pour Donald Trump, il y a des exigences successives, mais il y a quand même une exigence principale, et c'est celle que je viens de dire, c'est-à-dire au fond la mise en ordre du Moyen-Orient sous domination américaine, si c'est possible, bien sûr, et avec la collaboration des Saoudiens. On a relevé la semaine dernière en Israël la même déconvenue, assez discrètement exprimée d'ailleurs, quand après les massacres des Druzes syriens par les bandes bédouines djihadistes soutenant le régime de Al-Shara Giuliani à Damas, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait savoir, je cite, qu'il était très inquiet de la riposte israélienne en Syrie. Alors, si vous voulez, c'était assez étonnant pour Jérusalem. Est-ce à dire que, comme vous l'avez déjà expliqué, que Trump tient tellement à son alliance stratégique, économique et financière avec l'Arabie saoudite que son administration est prête à aller jusqu'à critiquer Israël dans ce dossier, à tenser Israël, parce que c'était vraiment une déclaration forte. Oui, alors il est évident que pour Israël, la défense des Druzes fait partie de l'une des préoccupations les plus fortes du gouvernement israélien. Et on comprend pourquoi, puisque les Druzes sont, je ne dis pas même des alliés, mais en tout cas sont membres, pourrait-on dire, de la communauté israélienne. Donc défendre les Druzes, c'est aussi défendre une certaine idée de l'État d'Israël.
Mais ce qu'on vient d'apprendre, par exemple, aujourd'hui, c'est que le chef de la Syrie a décidé de demander l'aide de la Turquie, c'est-à-dire qu'au fond, on risque d'avoir une sorte de Moyen-Orient qui s'enflamme, et qui s'enflamme non pas uniquement à cause de l'Iran, mais aussi, par exemple, à cause de la Syrie, où les combats continuent et où la situation des Druzes est de plus en plus dramatique. Donc, par conséquent, pour les États-Unis, il faudrait essayer sans doute d'éteindre l'incendie, mais comment le faire dans une situation aussi compliquée? Donc, on comprend, si vous voulez, les hésitations de Washington, qui tiennent essentiellement, je crois, aux complications, aux complexités même de cette région du monde. Alors, dans la même veine, en ce qui concerne cette fois l'Iran, peut-on accorder, selon vous, du crédit aux déclarations répétées de Donald Trump après la guerre des 12 jours contre l'Iran, selon lesquelles les USA reprendront leurs bombardements et leurs attaques contre les centres nucléaires iraniens si Téhéran s'avisait de poursuivre et de reprendre aussi ses activités d'enrichissement d'uranium? Est-ce que ces menaces sont à prendre au sérieux ou ça fait partie du profil du personnage? Alors, je crois que la question de l'Iran est un peu différente de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que l'intervention américaine contre l'Iran et le bombardement des trois centrales prétendument nucléaires, certainement nucléaires d'ailleurs, fait que il y a eu une sorte de résistance à l'intérieur même du mouvement politique qui soutient Donald Trump, c'est-à-dire du mouvement républicain, parce que Donald Trump a été élu sur la base non pas d'un retrait total, mais en tout cas d'un retrait significatif dans cette région du monde. Or, il a malgré tout accepté de bombarder les trois centrales iraniennes, ce qui veut dire que pour Donald Trump, il ne faut pas dépasser ce stade, c'est-à-dire qu'il faut en revenir à une sorte de distance, voire d'isolationnisme que réclame la base républicaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer la politique extérieure des États-Unis sans prendre en compte les réactions de bon nombre d'Américains, notamment de ceux qui votent pour Donald Trump. C'est-à-dire que c'est pas Donald Trump n'a pas une indépendance totale à l'égard de son électorat. Il doit en tenir compte, d'autant plus que aujourd'hui, par exemple, et c'est tout à fait en dehors de votre question, mais aujourd'hui Donald Trump est pris par cette affaire Epstein qui contribue en somme à détruire une partie de sa réputation auprès des républicains les plus extrémistes. Donc ça veut dire que il est obligé de tenir compte de cette situation intérieure pour prendre des décisions qui portent sur la politique extérieure. D'accord. Alors, pensez-vous que, compte tenu de ce que nous avons dit sur ces trois dossiers, que ces dissonances, ou ce début de dissonance entre Washington et Jérusalem sur ces trois dossiers majeurs, pensez-vous que les relations États-Unis-Israël et aussi Trump-Netanyahou, qui semblaient tout à fait au beau fixe, voilà, à peu près un mois, risquent peut-être de se détériorer à court ou moyen terme? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont des relations qui vont en zigzag. Car si vous vous rappelez bien, lorsque Netanyahou est allé à Washington le 7 avril, il a appris à ce moment-là que les États-Unis ne souhaitaient pas qu'Israël intervienne contre l'Iran. Et puis, au mois de juin, eh bien, il y a eu une situation différente. Les États-Unis ont bombardé une partie de l'Iran, mais tout en limitant leur action à ce bombardement et en insistant en somme que, à partir de là, il n'y ait pas une sorte de continuité dans l'opération militaire, parce que les États-Unis ne veulent pas, sous Trump, s'engager dans ce conflit d'une manière comparable à l'engagement des Israéliens. Donc ça veut dire que dans cette affaire, Donald Trump essaye
en somme, de manifester son autorité, de freiner Netanyahou. Et les relations entre les deux hommes varient suivant les moments, suivant les problèmes. Et en ce moment, disons que ce sont des relations qui sont un peu tendues, mais contrairement à ce que souhaite Netanyahou, bien sûr. Mais pour Donald Trump, il va de soi que ce sont les intérêts des États-Unis qui prévalent et ce ne sont pas les intérêts d'Israël. Alors, dans ce contexte un peu tendu, qui repose un certain nombre de questions, pensez-vous qu'Israël risque à l'avenir, dans les semaines qui viennent, et peut-être les mois qui viennent, de se faire à nouveau surprendre par de nouvelles déclarations intempestives de Donald Trump, un peu comme ce fut le cas, vous vous souvenez, avec la fin en queue de poisson de la guerre contre l'Iran, puisque au matin du 13e jour, c'est Trump qui, dans une déclaration et sur les réseaux sociaux, avait tout simplement imposé un cessez-le-feu de manière incontournable. Est-ce que ce genre de comportement va se reproduire d'après vous? Bien sûr. C'est-à-dire qu'au fond, pour Donald Trump, les intérêts d'Israël, je le répète, ne sont pas les intérêts des États-Unis. Alors, il peut y avoir coïncidence, mais c'est une coïncidence qui ne va pas durer. Et ça veut dire surtout que ça n'est pas une soumission des États-Unis aux intérêts d'Israël. C'est une soumission aux intérêts des Américains. Et plus que ça, c'est une soumission aux intérêts de Donald Trump dans la vie politique des États-Unis. C'est pour ça que les choses sont extrêmement compliquées et qu'il y a sans aucun doute à l'intérieur du Parti républicain bon nombre de voix qui s'élèvent contre une implication trop forte des États-Unis dans cette région du monde. Donc cela va à l'encontre de ce que souhaite éventuellement Benjamin Netanyahou, parce que Netanyahou a beau penser que il est l'ami de Donald Trump, que Donald Trump c'est beaucoup plus favorable à Israël que Joe Biden, etc. Il n'empêche que les États-Unis sont avant tout soucieux de leur propre intérêt. Alors, vous écriviez à la mi-mars dans l'une des analyses de votre chronique américaine qui paraît chaque semaine dans le journal franco-israélien Actualité juive, ceci, à propos donc de Trump, avec Donald Trump, les journalistes sont rarement déçus, avez-vous écrit, car ils ont un client qui ne laisse échapper aucune occasion de faire la une. Et donc, oui. En fait... Merci, je signe. Voilà, mais ceci explique cela, c'est-à-dire que on a affaire à un président américain qui, non pas manipule, mais qui se produit chaque jour dans des shows devant la presse et qui fait souffler la pluie et le vent. Oui, bien sûr, mais ça c'est tout à fait, comment on peut dire, la signature de Donald Trump. Donald Trump n'est pas toujours là où on l'attend, ne dit pas toujours ce que l'on espère ou ce que l'on craint, c'est-à-dire qu'il est capable de tout et son contraire, il est en un mot imprévisible. Oui, et peut-être, est-ce que vous seriez d'accord, compte tenu de ces plans régionaux, voire mondiaux, puisqu'on a révélé en Israël que lors des rencontres entre Netanyahou et Trump, des dernières rencontres, il avait été mis au point un grand plan économique d'alliance triangulaire avec donc les États-Unis, l'Inde et Israël pour ouvrir une nouvelle route économique qui passerait par le Moyen-Orient. Tout cela est lié aussi au plan avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous seriez d'accord pour aller un peu plus loin et déclarer que, enfin, et essayer d'analyser le caractère du président américain en le qualifiant peut-être de démiurge de la géopolitique mondiale? C'est-à-dire que Donald Trump estime qu'aujourd'hui, les États-Unis sont le pays le plus puissant dans le monde. Et d'ailleurs, ça n'est pas tout à fait faux. Mais en même temps, ils ont à la fois des ennemis et puis des intérêts. Alors, parmi les ennemis, il y a bien entendu la Chine, qui pour l'instant ne se manifeste pas beaucoup. La Russie, qui refuse toutes les propositions américaines qui pourraient arrêter la guerre en Ukraine.
Et puis, d'un autre côté, les intérêts des Américains, c'est précisément d'arriver, en somme, à organiser le Moyen-Orient au profit de leurs propres intérêts, de telle sorte que le Moyen-Orient entre dans une ère pacifique et en même temps une ère de développement économique. Alors, c'est beaucoup espéré. Je ne suis pas certain que Donald Trump parvienne à imposer sa vue dans cette région du monde. Il s'y emploie, mais avec des résultats qui sont pour le moins inégaux et certainement, à ses yeux, suffisamment décevants pour qu'il manifeste de temps à autre sa mauvaise humeur. Alors, vous qui analysez la réalité, les réalités du dedans des États-Unis, mais aussi avec un regard global sur ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous ne pensez pas que cette aspiration de Trump à organiser un nouveau Moyen-Orient risque justement de rencontrer bien des difficultés parce qu'on le citait sans l'avoir repéré, mais le Moyen-Orient est en fait en prise à la volonté de puissance ou de plusieurs pays qui sont d'anciens empires. Bon, les États-Unis, on pourrait empire, c'est sûr, au niveau en tout cas économique et même politique. Il y a la Russie qui est venue intervenir en Syrie, qui est un ancien empire. Il y a la Turquie, on en parlait aussi. Et il y a l'Iran qui avait des velléités impériales perses. Et puis, on pourrait même dire que la Chine, même si la Chine n'est pas très présente parce qu'elle agit au plan économique, la Chine aussi a ses propres vues sur la manière d'imposer son influence au Moyen-Orient. Alors, avec ces 5 empires, est-ce que vous croyez que Israël peut trouver des solutions? Parce qu'on a affaire à un jeu dans la cour des grands, j'allais dire. Ah, il est évident que la position d'Israël est extrêmement difficile. Israël, en somme, a besoin de réagir à l'encontre de tous ses adversaires, et malheureusement, les adversaires ne manquent pas. Donc ça veut dire que pour Israël, il faut se défendre. Pour les États-Unis, il faut s'impliquer. Donc c'est tout à fait différent. Et puis d'autre part, on ne peut pas comparer les forces des États-Unis et les forces d'Israël. Quelles que soient les unes ou les autres, il est évident qu'elles sont disparates si on les compare. Donc ça veut dire que pour Israël, il faut trouver un moyen, en somme, de survivre et d'imposer sa volonté à tous les voisins, parce que les voisins d'Israël ne manquent pas d'être souvent des adversaires. Donc ça veut dire que il y a beaucoup à faire pour Jérusalem. Et évidemment, l'alliance avec les États-Unis est fondamentale. Sans cette alliance, Israël serait non seulement isolé, mais particulièrement affaibli. Alors, pour terminer, l'une des perspectives ou des leçons qui se sont dégagées après le cauchemar du 7 octobre, et aussi après non pas les marchandages, mais disons les pressions de l'administration Biden en son temps pour faire acheminer de l'aide humanitaire, même si c'était le Hamas qui l'a géré, eh bien, il y a eu des pressions concernant les livraisons d'armes américaines. Et l'une des leçons qui ont été tirées par certains décideurs israéliens, c'est qu'Israël doit veiller, pour certaines armes, à assurer son autonomie complète et donc à décider de fabriquer le maximum d'armes pour ne pas non plus dépendre de ce genre de pression. Est-ce que vous pensez que c'est une chose qui va pouvoir se faire et qui est réaliste pour le petit État d'Israël? Ah bah écoutez, là, ça m'est plus difficile de répondre à votre question parce que il faudrait que je connaisse exactement les projets israéliens et les forces dont dispose Israël pour les mener à bien. Chose que je ne connais pas. Je suis en somme extérieur à toutes ces problématiques. Mais il n'empêche que il vaut mieux pour Israël dépendre moins et accéder davantage à son indépendance, que ce soit politique, diplomatique ou industrielle. Ça lui permet en somme de ne pas subir les décisions des uns ou des autres, ou bien tout simplement les changements de décision, les changements de politique dont Trump est coutumier. Ça veut dire qu'au fond, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que Israël n'a plus beaucoup d'alliés
en dehors des États-Unis. Si vous regardez l'attitude des Européens, on peut dire que les Européens ne sont pas présents vraiment dans cette région du monde, et quand ils le sont sur le plan diplomatique, c'est le plus souvent pour critiquer la position d'Israël. Sauf peut-être du côté de l'Allemagne, où il y a certainement moins de réticence que du côté de la France. Donc ça veut dire que Israël, elle a évidemment tout intérêt à accélérer encore les décisions qui lui permettront d'être plus indépendant. Mais jusqu'à quel point il est évident qu'un pays qui comporte 10 millions d'habitants, quelles que soient les qualités de ses habitants, a beaucoup de difficultés à faire face à des centaines de millions d'autres, y compris d'ailleurs aux 340 millions d'Américains qui sont dans leur majorité favorables à Israël, à condition que Israël réponde aux préoccupations des États-Unis. Eh bien, je pense que c'est sur cette note que notre temps étant déjà terminé, nous vous remercions d'avoir consacré ces minutes aux auditeurs du Studio Qualita et on se donne rendez-vous à notre prochain magazine dans 15 jours. Au revoir et shalom. Au revoir.